dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Vous êtes-vous déjà demandé si votre maison avait une âme ? Je ne vais pas poser cette question à mon invitée du jour, car elle va me répondre oui, je le sais déjà. Je suis avec Caroline Vatelet, qui est décoratrice et harmonisatrice de lieux de vie. Pour elle, la déco influence nos humeurs. Notre maison est une extension de nous-mêmes dont on devrait prendre soin comme on prend soin de soi. À l'heure du confinement, déconfinement, reconfinement, nous passons beaucoup de temps chez nous. Notre intérieur est donc le théâtre de notre quotidien et de toutes les émotions que l'on traverse. Cet épisode, mi-pratique, mi-spirituel, va donc certainement nous aider à nous y sentir mieux. Bonjour Caroline. Bonjour Hortense. Alors tu es décoratrice, mais tu as une approche bien particulière de ton métier puisque tu es spécialiste en harmonisation des lieux. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors c'est vrai que j'ai commencé en fait la décoration pas avec le design mais plutôt avec la partie on va dire énergétique puisque j'ai étudié le feng shui et donc je suis experte feng shui et ensuite la géobiologie. Ce sont des outils qui permettent un petit peu de travailler sur l'aspect vibratoire de la maison et avoir une approche aussi plus holistique, c'est-à-dire que je vais considérer la maison en lien direct avec les personnes qui vivent dedans et je vais essayer d'intégrer, on va parler de design holistique, l'âme, le corps, l'esprit, c'est-à-dire en quoi notre décor va-t-il nous influencer physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Et c'est vrai que on peut même parler de domothérapie. D'ailleurs, le terme domothérapeute existe et je pourrais me définir comme ça, c'est-à-dire décoratrice et domothérapeute. Et je vais avec le travail du décor essayer d'établir de rétablir un dialogue entre les personnes et leur habitation. Donc observer un petit peu cette maison, qu'est-ce qu'elle a à nous dire et comment avec elle on peut évoluer, changer, se sentir mieux et aller toujours au plus près de notre âme en fait. Alors pour toi, il faut prendre soin de sa maison comme on prend soin de soi, mais alors concrètement, comment on prend soin de sa maison ? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'intéresse énormément à l'environnement au sens large, la pollution, prendre en soin notre corps, notre santé, notre alimentation. Mais je dirais que le premier environnement en fait qui nous touche, c'est notre maison. Donc c'est réfléchir un petit peu en se disant voilà, cette maison, c'est comme une extension de mon corps. Et si je la laisse polluer, si j'en prends pas soin, ça va avoir un impact direct sur ma santé, sur mon sommeil, sur mon bien-être. Donc toi, tu dis que la maison peut aider à se sentir bien. On peut être mal à cause de son intérieur ou pas à ce point quand même ? Oui, je pense. Je pense que déjà, la maison a des mémoires. Donc, si vous récupérez la maison de quelqu'un ou si vous achetez une maison qui a vécu tel ou tel événement, ça va avoir un impact sur votre vie. Et puis, si une maison est mal agencée, mal organisée, s'il n'y a pas un équilibre des éléments avec le bois, le feu, le métal, l'eau, il faudrait essayer. On s'est éloigné de plus en plus de la nature. On vit dans des villes, on a des vies fatigantes, stressantes, qui vont vite. Et la maison, en fait, elle doit rétablir un lien avec cette nature on sait que quand on va dans la nature, voilà, on se sent immédiatement nourri, on se sent plus en forme, plus apaisé. Et finalement, c'est remettre dans le décor cet équilibre-là. Parce qu'on en est coupé, trop coupé. Et donc, prendre soin de sa maison, c'est essayer de réinjecter, en fait, la nature dans le décor, mais aussi, voilà, par différents outils, prendre soin d'elle. Alors justement, comment tu t'y prends ? Quelle est ta méthode de travail ? Il y en a une ou plusieurs ? Alors, il y en a plusieurs. Donc, je vais utiliser le feng shui, je vais utiliser la géobiologie et je vais utiliser tout ce qui concerne la purification énergétique. Donc, en fonction de la demande de mes clients,
très souvent, je vais d'abord établir un diagnostic énergétique. Donc, j'arrive chez les personnes pendant 2 heures avec tous ces outils et puis je vais analyser la maison. Donc, déjà observer la circulation par rapport à l'aménagement, c'est-à-dire s'il n'y a pas des points d'énergie stagnantes, avec une concentration de meubles trop importante, avec ce qu'on appelle des flèches empoisonnées, des poutres, des gros pylônes qui pourraient contraindre les personnes dans leurs mouvements. Voilà, je vais étudier tout ça. Après, je peux aller un petit peu plus loin en réalisant le bagua. Donc là, on rentre presque dans une étude feng shui, le bagua de l'appartement. C'est-à-dire que je vais prendre le plan et en fonction des points cardinaux, nord, sud, est, ouest, je vais établir une grille de lecture. Je vais déterminer 8 secteurs. Ces secteurs vont correspondre à des aspirations de notre vie, la santé, la prospérité, les enfants, nos amours, nos relations, notre travail. Et en observant voilà chaque secteur, je vais pouvoir déterminer s'il y a un bon équilibre des éléments, c'est-à-dire que par exemple au nord d'une maison, il faut mettre tel élément, plutôt le métal, plutôt de l'eau. Au sud, ça va être plutôt le feu, avec qui va être nourri par un autre élément. Et voilà, en fonction de tout ça, je vais avoir ce type de lecture. Et puis, je vais également, en questionnant les personnes, identifier en fait finalement dans leur vie quelles sont leurs aspirations ou au contraire leurs angoisses, leur stress, si elles ont un mauvais sommeil, si elles se sentent sécurisées dans leur maison, quel rapport elles ont par rapport à leur place dans cette maison. Voilà, je vais tout observer et puis après je vais faire un diagnostic et répondre avec des outils, en décorant, en aménageant, en purifiant et en faisant évoluer voilà cette maison. Toi, quand tu entres dans une pièce, tu sens tout de suite les bonnes ondes spontanément et les points de blocage? Tout de suite, si j'essaye de me connecter à la maison, oui, parce que quand je vais dîner chez des amis, je vais tout de suite avoir une analyse. En tout cas, c'est vrai que en regardant un décor, je vais assez vite quand même comprendre certaines choses des personnes qui me reçoivent, plus ou moins influencées si je les connais ou pas. Mais c'est vrai que le décor dit énormément de choses sur nous. Après, sentir oui si je me connecte. Je travaille beaucoup avec des cristaux qui me permettent aussi d'accentuer en fin de compte ce qu'on appelle un canal. Donc là, c'est peut-être un petit peu, ça paraît peut-être un petit peu ésotérique pour certaines personnes, mais voilà, j'ai une communication, on va dire subtile, avec des choses que peut-être certaines personnes ne peuvent pas sentir, bien que tout le monde, à mon avis, peut en travaillant ressentir ce type de choses. Alors, comment on travaille les énergies dans une maison? Toi, qu'est-ce que tu vas faire pour que l'énergie circule bien? Donc déjà, c'est déplacer les meubles. Alors, je pense avoir un espèce d'instinct, parce que je vais parfois vraiment sur le positionnement, par exemple, d'une carafe, la mettre très précisément à un endroit. Donc ça peut paraître un petit peu limite un toc. Mais voilà, je vais travailler comme ça, je vais aller de gauche à droite, en avant, en arrière, et à un moment donné, voilà, c'est aligné. C'est un petit peu comme si je ressentais une forme de géométrie sacrée dans les maisons. Je rentre presque comme dans une danse. Donc il faut me faire confiance. Donc parce que il faut que les gens soient prêts un petit peu à bouger. Alors il y a ceux qui vont me poser plein de questions, etc., et qui vont pas forcément réagir tout de suite. Mais la plupart des personnes, en fin de compte, je les embarque avec moi. Et c'est comme si j'insufflais... c'est pas du tout prétentieux quand je dis ça, c'est vraiment ce que je ressens en moi. C'est comme si j'insufflais un souffle, un nouveau souffle, et que les gens, en fin de compte, retrouvent une énergie qui leur permet, voilà, de faire bouger les choses dans leur vie. Donc, en accord avec elle, bien sûr, je vais tout bouger. Donc, peut-être on va tout remettre exactement au même endroit, mais déjà le fait de bouger les choses, ça indique un nouveau départ. Voilà, ça permet et peut-être que de moi-même, je vais me dire non, finalement cette table a été très bien là. Mais voilà, de manière instinctive déjà, je vais bouger les choses. Ensuite, j'ai mon outil de géobiologue qui est une antenne de l'échelle. Donc ça ressemble un petit peu à la baguette d'un sourcier. D'ailleurs, j'ai des baguettes aussi voilà que je vais prendre dans mes mains et qui me servent un petit peu de on va dire qui m'aident à mesurer très précisément certains points de blocage. Donc en géobiologie, là je vais pas rentrer dans un cours, mais en gros la Terre est en perpétuel mouvement et les noyaux internes, externes vont créer des courants électromagnétiques
des champs électriques qui peuvent, qui créent des réseaux qui quadrillent toute la Terre. Et ces réseaux peuvent avoir une influence sur votre corps et sur votre santé, sur votre bien-être. Donc, je vais mesurer, voilà, des choses très précises. Après, je vais mesurer la mémoire des murs. Je vais beaucoup questionner les personnes, si elles connaissent un petit peu l'histoire du lieu, qu'est-ce qu'elles ont vécu dedans. Donc, on va travailler aussi sur ce qu'on appelle les égrégores, c'est-à-dire que si par exemple dans une maison il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de disputes, beaucoup de tristesse, tout ça, voilà, c'est comme si un peu vous aviez des gros nuages dans la maison qui se promènent, et que même si vous allez mieux, très vite un petit coup de cafard et hop, votre mental va s'accrocher à ces souvenirs, à ces égrégores invisibles, mais qui en matière d'énergie en fait vous influencent quotidiennement. Et toi, tu absorbes toutes ces énergies, qu'est-ce que t'en fais? Alors après, j'ai un petit peu ce que j'appelle une purification énergétique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on étudie le Feng Shui, et ça relève presque d'une cérémonie où on va utiliser des encens, des cloches, des sons, des prières, et puis un petit peu, on va dire, mettre en conscience et libérer tout ce que les personnes ne veulent plus vivre dans ce lieu. Donc, je dis n'importe quoi, s'il y a une dispute ou... non, je dis pas n'importe quoi, mais en tout cas, s'il y a une dispute ou un divorce ou un deuil, etc., voilà, on va essayer de faire exprimer à la personne finalement tout ce que moi, je vais ressentir au niveau vibratoire et énergétique. Elle va réussir à mettre des mots et finalement de s'en libérer. Et ensuite, peut-être par ma personne, je libère certaines choses, mais de manière très concrète, on va faire toute une petite cérémonie dans la maison qui va permettre de rendre, en fin de compte, la vibration plus subtile et de dégager en fait ce qui n'a plus lieu d'être. À toi, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que ça peut se jouer dans des détails. Faire prendre une douche en fait à votre maison. Vous voyez, c'est quand on se sent pas bien, on va aller se prendre une bonne douche, un bon bain, se faire un massage. Ça apporter les mêmes soins à votre maison. Voilà. Sans la changer, en fait. On n'est pas obligé de quitter la maison quand on s'y sent pas bien. Et d'ailleurs, je recommande aux personnes qui vont acquérir un nouveau lieu, c'est quand même pas mal, une fois que vous avez fait vos travaux, tout ça, de procéder parfois à un nettoyage, parce que c'est vrai que tout est lié, tout est interconnecté, et d'ailleurs sans faire forcément mon métier, on ressent tous quand on va dans un hôtel, quand on va dans un restaurant, quand on va chez des personnes, voilà, si on se sent bien, si on est à l'aise, si c'est chargé du passé. J'ai dernièrement été aider une personne qui ne savait pas si elle voulait garder ou pas une maison dont elle avait hérité, pardon. Et c'est vrai que cette maison était extrêmement chargée du passé, et je pense que c'était tellement dense que à moins de vraiment tout refaire, ça aurait été très difficile là pour le coup de la nettoyer. Il y avait des couches et des couches et des couches. J'ai rarement vu ça. Donc forcément, si elle aménageait cette personne dans ce lieu, ça aurait eu un impact sur sa vie. Tout comme là, avec le confinement, on est quand même pile dans le sujet. On passe quand même beaucoup de temps chez soi. Il y a beaucoup de monde qui a envie de quitter son domicile, en fait, après avoir vécu 4 mois enfermé, par exemple. Mais en fait, on peut se ressentir bien chez soi. Je dirais que oui, le confinement va devenir soit une contrainte pour certains, parce que ça va être l'occasion de se poser en famille, seul, d'avoir un face-à-face avec soi et ses proches, qui peut être source d'angoisse ça peut être pas évident pour certaines personnes qui voyagent beaucoup, qui bougent beaucoup, qui n'ont pas l'habitude, de se retrouver finalement entre quatre murs. Ou à l'inverse, ça va être pour d'autres une joie formidable, parce que on va profiter des enfants, parce que on court trop, on va pouvoir s'occuper de sa maison. En tout cas, j'aurais envie de dire que il faut vraiment en profiter pour faire un travail un petit peu à l'intérieur de soi. De toute façon, ça nous oblige vraiment à ça, et d'aller justement un petit peu regarder comment on vit tout ça. Finalement, est-ce que notre maison nous ressemble? Est-ce qu'on s'y sent bien? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'y rester? Pourquoi on peut ressentir un étouffement, un manque de sécurité? Et tout ce dialogue, qu'on va avoir avec sa maison, c'est une occasion formidable d'évoluer, d'aller au plus
proche de qui on est. Vraiment écouter ses intuitions et si on a envie de bouger des choses, de faire des choses, voilà, c'est aussi un formidable moment de liberté et de créativité. Il faut en profiter pour essayer de changer des choses. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut justement changer? Toi, qu'est-ce que tu nous conseilles de changer ou de mettre en place pour se sentir bien chez soi, là, maintenant, pendant ce confinement? Alors je dirais que déjà, si on a envie de bouger des choses, il faut vraiment s'écouter. Je pense qu'en fin de compte, ça va être aussi, c'est pas forcément redécorer mais en tout cas trouver une manière de rendre les pièces modulables et interchangeables pour que tout le monde ait sa place. C'est un problème de place en fait. Le confinement, c'est que d'habitude on a une place pour travailler, une place pour dormir, une place pour voilà. Et là, il faut que chaque personne puisse avoir un espace pour travailler, un espace pour faire de sa musique, un espace pour créer. Donc, on va peut-être plutôt prôner la fonction sur l'esthétisme. Et moi qui suis quand même, parmi mes méthodes, voilà, je travaille beaucoup aussi le rangement, l'accumulation, ou la non-accumulation des objets. Ben, je dirais que là, il faut être peut-être un petit peu plus tolérant et moins strict parce que si on a un enfant qui adore dessiner, etc., il va falloir prévoir une table pour que tout le monde puisse créer. Et c'est pas très grave si tous les soirs on va pas ranger les pinceaux et les peintures. Et accepter aussi que peut-être un endroit de la maison soit un endroit pour le travail, un autre pour se reposer, et essayer en fait de structurer la maison pour que chacun ait un petit endroit où il peut fermer sa porte. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en place? Je dirais qu'il faut quand même essayer d'avoir un intérieur confortable, chaleureux et douillet. Et comment on rend un intérieur chaleureux et douillet? La question. Ouais, la question. Bon, là, je vais dire un petit peu des banalités parce que ça va être forcément des matières soyeuses, douces, un éclairage apaisant. Mais bon, ça, je dirais que c'est propre à chacun. En tout cas, par rapport à mon métier, une chose est sûre, c'est que plus vous aurez un équilibre des éléments, c'est-à-dire un mélange de bois, de terre, de feu et de métal et d'eau, plus vous allez vous sentir équilibré. Parce que c'est vrai que imaginez-vous être confiné dans un appartement où tout le décor serait essentiellement à base de métal. Je suis pas sûre que... Ah, mais c'est quoi un décor à base de métal? Alors, ce serait par exemple que des couleurs grises, des couleurs blanches, une table en métal, en acier, aucune couleur ni aucun matériau qui puisse évoquer le bois, l'eau, le feu ou la pierre. Donc là, déjà, je sais que les personnes vont avoir leur énergie qui va être très vite fatiguée. On peut pas être apaisé, en fait, s'il y a qu'un élément dans un décor. Ça, c'est la base du feng shui. On recherche cet équilibre-là, puisqu'on sait, par exemple, que le bois va être nourri par l'eau, que le métal va être nourri par la terre. Vous voyez, il y a tout un espèce de cycle naturel qui va créer un équilibre. Et cet équilibre, on va le ressentir aussi dans notre corps, dans notre énergie. Et le feu, comment on apporte le feu? Alors, le feu, ça va être par les couleurs. Donc, qu'est-ce qui évoque le feu? Ça va être le rouge, le rose, toutes les couleurs, en fait, très yang. Le jaune, l'orange, qui se rapproche du soleil, finalement. Ou alors les bougies, les feux de cheminée. Vous voyez, c'est à la fois les couleurs et à la fois les matériaux et à la fois concrètement qu'est-ce que c'est que du feu. Donc c'est un feu de cheminée. Quelle est la pire chose qu'on a l'habitude de faire ou que toi tu vois souvent en arrivant chez des personnes et qu'on ne devrait pas faire? Alors c'est vrai que je pense qu'il faut très souvent on ne va pas soigner son entrée. Et l'entrée, finalement, c'est normalement, alors moins dans les appartements, parce que l'entrée, c'est la cour de l'immeuble ou c'est l'escalier, mais dans une maison, en tout cas, on appelle ça la bouche du qi en feng shui, c'est-à-dire c'est l'endroit par lequel toute l'énergie va pénétrer. Et très souvent, dans beaucoup d'appartements, l'entrée, ça va être un petit peu l'endroit où on va stocker les sacs, les vieux blousons. On va pas forcément soigner son entrée. Et je pense que c'est très important en fait de se faire accueillir par sa maison parce que c'est la première pièce déjà qui vous accueille.
Donc, essayez d'avoir une entrée où quand vous arrivez, vous vous dites ah là là, quel bonheur de rentrer chez moi. Et dernièrement, j'ai été chez une personne qui me consultait. Et quand on arrivait chez elle, bah, c'était des casques de moto, le fax qui était cassé, pas de tableau, des blousons jetés, voilà. Et en quelques minutes, bah, on a accroché des chapeaux de paille, on a enlevé tout ça, on a essayé de faire quelque chose de plus harmonieux et de plus joyeux. En plus, c'était quelqu'un qui adorait les voyages. Elle trouvait qu'elle travaillait trop et qu'elle avait plus le temps, voilà, pour s'amuser ou pour voyager. Et donc, ben, en réaménageant son entrée, déjà quand elle arrive chez elle, enfin quand cette personne va arriver chez elle, elle va avoir un sentiment agréable. Et très souvent, l'entrée, on la néglige. On jette les chaussures. Donc, si je pouvais recommander quelque chose, c'est d'essayer. Alors, je sais que c'est pas facile quand on a un petit lieu, un petit appartement, mais d'essayer quand même si c'est un tableau, un bouquet de fleurs, je sais pas, une chaise que vous adorez, de positionner dans l'entrée quelque chose qui tout de suite va vous dire ok, je suis chez moi, je suis bien, je suis sécurisée là, c'est le bonheur total d'arriver à la maison. Mais changer chez soi, c'est pas forcément acheter de nouvelles choses. Non, pas forcément. C'est au contraire, je pense qu'on va aller de plus en plus. Alors, les gens avaient complètement abandonné les brocantes et le fait de chiner. Ça revient énormément. On le voit avec tous ces sites en ligne qui proposent voilà des meubles chinés. Et je pense que avec les crises économiques, les crises, la nécessité de prendre soin de notre environnement et d'arrêter cette consommation excessive. On voit que la société est en pleine mutation et que on passe d'une société qui était basée sur le matériel et sur le fait d'avoir des choses à une société qui a envie d'aller vers l'être. C'est-à-dire, avant c'était j'ai et maintenant c'est je suis. Et donc voilà, par rapport à cette évolution de la société, les gens aspirent de plus en plus à repeindre, acheter un nouvel abat-jour, changer un coussin, mais pas forcément de tout racheter en fait. Et c'est vrai que très souvent on me dit ah mais c'est incroyable, vous avez tout modifié, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle maison sans avoir acheté quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est ce qui m'amuse en fait le plus. Alors je travaille aussi avec des architectes et je fais des décors complètement construits de A à Z, avec toujours une base avec tous mes outils, voilà pour décorer autrement. Mais c'est vrai que j'adore prendre n'importe quel décor sans préjugés, qui correspond en fait aux aspirations de la personne, et à partir de ça, en recréant justement cet équilibre des éléments, en intégrant au bon endroit le bois, l'eau, le feu, le métal, ben, tout d'un coup les personnes ressentent leur maison complètement différemment et c'est magique. Mais pourquoi on a peur de changer chez soi? Le nombre de personnes qui n'osent pas forcément repeindre leur couloir ou qui mettent 5 ans à se débarrasser d'un buffet. Pourquoi on n'ose pas franchir le pas? Parce que je pense que la maison nous reflète. Si par exemple vous êtes très enfermé dans un type de vie, une manière de réfléchir, une manière de fonctionner, bouger sa maison, c'est finalement se faire évoluer soi. Donc ça peut mettre en panique. Et si depuis toujours vous avez fonctionné d'une certaine manière, tout d'un coup, si on bouge trop de choses, c'est quelque part aller un petit peu mettre en danger votre manière de fonctionner, ou en tout cas la remettre en question. Donc il faut y aller par petites touches. Alors il y a 2 méthodes. C'est-à-dire les gens qui sont vraiment très bloqués, ça je le vois dans mes consultations, je suis obligée de faire comme un espèce de remue-tout pour que la personne puisse accepter de changer les choses. Donc au départ, elle va être complètement affolée. Parfois, elles ont même envie de me mettre dehors et de dire stop, là c'est trop, je peux pas. Et en même temps, c'est en bougeant tout, même que moi, je vais pouvoir aussi vraiment faire évoluer les choses. Si on bouge une toute petite, un petit guéridon ou un petit endroit de la maison, c'est plus compliqué. Mais en même temps, faut respecter le rythme de chaque personne. Donc en fait, je m'adapte. Il n'y a pas une séance qui est la même, et je m'adapte vraiment à chaque personne, chaque maison et chaque souhait. Alors là, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont être en train de t'écouter et qui sont chez eux, parce qu'on passe beaucoup de temps chez soi. Là, concrètement, maintenant, tout de suite, si on a envie d'avoir un salon dans lequel on se sent bien, est-ce que tu aurais 2-3 astuces à nous donner?
Alors déjà pour le salon, le salon représente souvent un petit peu le cœur de la maison, en tout cas au niveau relation. Et j'observe très souvent que les salons sont fermés, c'est-à-dire que vous arrivez dans une pièce, ça ne va pas vous inviter à vous asseoir, à échanger, donc soit les canapés sont tellement écartés que coucou, je suis là, je t'entends. Ou alors complètement fermé, c'est-à-dire que il n'y a pas d'accès possible et ça n'invite pas à l'ouverture en fait. Donc il faut toujours, en fin de compte, se poser la question, voilà, la manière dont j'ai disposé les choses, qu'est-ce que ça me raconte? Est-ce que par exemple j'avais été chez une personne qui venait de divorcer, elle se plaignait d'être toujours toute seule, de plus recevoir, d'avoir une vie un petit peu tristoune. Et quand j'ai vu son salon, il était complètement fermé. Je pense que ça a été un mouvement naturel de sa part pour justement se sentir sécurisée. C'est-à-dire tout d'un coup, elle avait besoin de barricader, en fait, de structurer son salon de manière à ce que, voilà, elle se dise maintenant je bouge plus, au secours, j'ai peur, il y a eu trop de mouvements dans ma vie. Là, j'ai besoin d'être fermée. Et je veux plus d'ailleurs qu'on vienne me voir parce que ça va me faire souffrir ou ça va entraîner voilà des complications. Mais à un moment donné, elle ressent qu'elle peut plus continuer à vivre comme ça. Donc là, je vais l'aider. Mais parfois, c'est vraiment comme pas un accouchement, mais en tout cas quelque chose de très dense et de très... c'est émouvant. Donc je vais l'aider. Ça paraît tout bête, mais en bougeant un fauteuil, voilà, tout d'un coup, l'énergie, elle va recirculer, elle va lui montrer voilà une nouvelle perspective dans sa vie et voilà en ouvrant ce salon elle va s'autoriser à renaître quoi et à retourner dans la vie et c'est des petites choses comme ça. Après un salon chaleureux pendant le confinement, moi je suis très matière donc ça va être voilà des matières chaleureuses, douillettes. J'ai un rapport très viscéral en fait avec le décor et je pense qu'il faut vraiment mettre en mouvement, enfin en tout cas, permettre avec le décor de ressentir des choses. Et donc c'est aussi travailler au niveau des couleurs qui vous procurent de la joie, des imprimés fleuris pour se sentir un petit peu en harmonie. Voilà. Et sinon dans un salon, c'est que tout le monde ait une place, qu'on puisse s'autoriser pendant le confinement aussi à faire des dîners, c'est-à-dire que on va pas toujours passer toutes nos soirées ensemble. Donc il y en a un qui peut dîner dans le salon, il y en a un qui peut dîner dans la cuisine. Je pense qu'il faut s'autoriser à vivre un petit peu différemment, pour que chacun puisse vivre à son rythme. Alors, organiser des repas justement en commun dans le salon, oui, mais pas que. Et puis, faire en sorte quand même que ce salon, peut-être, il reste une pièce accessible à tout le monde. Donc, je sais pas, essayer de regarder la télé sur vos ordinateurs dans vos chambres. Et puis, pour celui qui veut jouer de la musique aussi, qu'il ait sa pièce. Mais ce salon, peut-être qu'il reste un endroit commun, donc faire en sorte que ça devienne pas une espèce de fourre-tout et de choses accumulées et que ça reste un endroit agréable qui va pouvoir nous accueillir à un certain moment de la journée. Et dans la chambre? Alors dans la chambre, je vais insister sur le fait qu'il ne faut surtout pas installer son bureau. On pourrait avoir tendance pendant le confinement, parce qu'on manque de place et c'est tout à fait logique, de se dire tiens, je vais courir chez Ikea m'acheter un bureau. Ne faites pas ça. Si vous voulez vous isoler, vous avez toujours la possibilité de prendre, si vous avez la chance d'avoir un ordinateur portable, un gros bouquin, vous le mettez sur vos genoux et vous le mettez sur votre lit. En plus, comme ça, vous allez travailler plus détendu. Mais pas de bureau dans la chambre parce que quand vous allez vous coucher, vous allez emporter dans votre sommeil tout votre stress et tous vos problèmes. Et c'est vrai que dans la chambre, il va falloir privilégier au niveau des tableaux, au niveau des couleurs, au niveau des matières, tout ce qui va permettre de créer une vibration douce et une énergie yin. Donc des lumières tamisées et puis également éviter les photos des enfants. Parce que bon, ça symboliquement, on dit que c'est pas génial que les enfants soient témoins de la vie intime de leurs parents. Au niveau des positions, vous allez veiller. Alors moi, je travaille d'abord sur la géobiologie, mais imaginons que vous n'avez pas un plan de géobiologue. Vous allez veiller à ce que vous puissiez voir de votre lit toutes les ouvertures, c'est-à-dire fenêtres, portes,
placard parce que ça va créer un sentiment de sécurité. Imaginez si derrière votre tête de lit, vous avez une armoire un peu ancienne de votre grand-mère et puis la porte qui donne sur un escalier tout noir. Alors ça, je le dis aussi surtout pour les enfants. On peut pas dormir. On peut pas dormir sécurisé parce que inconsciemment, vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais inconsciemment, votre esprit va se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe derrière mon dos ?» Donc toujours essayer de positionner son bureau, en ayant son lit, en ayant le plus d'infos possible qui va vous permettre de vous rassurer. On reste tous des petits enfants on a peur dans le noir et on a besoin d'être sécurisés. Et puis après, donc évidemment, au niveau des couleurs, moi je vais déconseiller le rouge, même si on dit que ça stimule l'énergie sexuelle. Moi, il faut essentiellement aussi dormir et donc privilégier quand même la douceur et le calme. Quand tu travailles avec tes clients, comment tu arbitres entre ce que toi tu ressens de faire et eux respecter quand même leur goût et leur choix? Comment ça se passe? Alors, comme moi, je pars du principe que, ce qui nourrit ma démarche, c'est de remettre du sens dans la vie des gens et avoir une vision éveillée de leur décor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, je pense que c'est devenu très important ça l'a toujours été, mais d'essayer que notre décor reflète finalement qui on est. On a tendance, par facilité ou par peur, de suivre un petit peu trop la mode et parfois à l'encontre de nos propres goûts. Donc on va acheter finalement une lampe, une table parce que voilà, c'est dans tous les magazines, mais est-ce qu'elle nous plaît vraiment cette table? En fait, il faut toujours revenir à soi, à avoir cette capacité finalement à observer son décor. Donc moi, quand je rentre chez des gens, je vais être très respectueuse de ça et ma première question, ça va être voilà, qu'est-ce qui va bien dans votre vie? Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Pourquoi vous faites appel à moi? Et à partir de là, je vais m'adapter en fait à leur rythme, à leurs envies. Et il n'y a pas une séance qui se ressemble. Ça prend combien de temps, une séance? C'est une séance d'ailleurs ou plusieurs? Non, alors tout dépend pourquoi on m'appelle. Donc soit on va m'appeler pour refaire tout un décor, auquel cas là ça va être sur plusieurs mois. Soit on va dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire appel à moi pour un diagnostic énergétique. Et à partir de là, soit je vais conseiller une domodétox. Donc la domodétox, c'est quelque chose dont vous avez déjà très fréquemment entendu parler. C'est remettre de l'ordre dans votre maison, une forme de cohérence et d'organisation. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est très facile et d'autres pas du tout. Donc je vais passer une semaine avec la personne à ranger et toujours avec ce souci de mettre des mots sur pourquoi est-ce qu'on garde des objets, pourquoi est-ce qu'on accumule, pourquoi au contraire on veut tout jeter. Vous voyez, ce qui est intéressant en fait, c'est de mettre du sens. Si c'est faire les choses juste pour les faire, ça reviendra. Et la personne qui n'arrive pas à ranger, si j'essaie pas de voir avec elle pourquoi est-ce qu'elle a du mal et pourquoi elle s'entoure d'une tonne d'objets, je vais ranger sa maison, mais moi ce que je souhaite, c'est essayer de rendre les gens le plus autonomes possible et le plus conscient possible de qui ils sont et de leur donner des outils en fait pour évoluer. Moi, c'est ça que j'adore, c'est essayer encore une fois d'apporter un outil à travers le décor extraordinaire pour évoluer. Si par exemple, j'arrive chez une personne, et que toutes ses portes sont ouvertes, ça veut dire quelque chose. Et qu'après, elle va me dire, j'ai pas confiance en moi, les gens ont tendance à tout laisser chez moi, on me respecte pas, etc. Le fait qu'elle laisse toutes ses portes ouvertes, ça veut dire quoi, si on réfléchit un petit peu? Ça veut dire que finalement, elle a aucune capacité à se protéger, à dire, non, là, je mets des barrières parce que ça, on peut le faire, ça, on peut pas le faire. Vous voyez, tout ça, en fin de compte, si on réfléchit sur chaque espace, chaque objet, tout ça, ça a un sens et c'est magique. Ça va loin. Ça va très loin, ouais. Bon, il y a des psychiatres qui ont écrit beaucoup sur le sujet, que je respecte beaucoup et que j'ai beaucoup lu. C'est vraiment redialoguer avec soi. Et finalement, quand on commence à dialoguer avec sa maison, on apprend à se connaître. Alors toi, toutes ces histoires d'énergie, est-ce que tu as un don, c'est magnétique, ou tu l'as appris? Il y a une formation? Alors je dirais qu'il y a les deux. Oui, j'ai un don, mais ce don, on l'a tous.
Et ça se travaille. Alors après, peut-être que certaines personnes vont plus développer la capacité à lire sur les corps humains, d'autres à couper le feu, d'autres à dialoguer avec les morts. Bon, moi j'ai un petit peu tout ça, mais je vais le retranscrire à ma manière et le développer au fur et à mesure de ma pratique. Mais c'est vrai qu'après, voilà, quand on fait des études en feng shui, en géobiologie, on a quand même tendance à développer tout ça. Après, c'est propre à chacun de découvrir son don parce qu'on en a tous, hein, en fait. Et c'est vrai que si on m'avait dit un jour, ton métier, ce sera ranger les maisons, décorer les maisons, mettre des bonnes énergies, etc. Ça me paraît tellement irréel, mais finalement, c'est mon don. Et pourquoi c'est irréel? Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Quel est ton parcours? Alors, mon parcours, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans la publicité, puis beaucoup en production télé. Je travaillais avec Christophe de Chavannes et Michel Denisot. Et puis ensuite, dans l'édition. Voilà, avec mon mari qui est éditeur. Donc des métiers qui avaient absolument rien à voir avec tout ça. C'est vrai que ça m'a certainement aidé à développer mon sens artistique quand même, ma capacité aussi à être très organisée. C'était très sympathique et j'ai vraiment adoré tout mon parcours, mais j'avais pas développé assez justement la partie artistique. Et puis par rapport à ma vie, j'ai toujours été passionnée en fait je me suis toujours beaucoup questionnée parce que j'avais un caractère très anxieux, questionnée pour trouver des outils en fin de compte pour retrouver mon équilibre. Mais je crois que en fin de compte, ce qui m'a réellement fait emprunter cette voie, c'est la recherche du beau et de l'harmonie. J'étais extrêmement sensible quand j'étais petite, très angoissée, et je me suis toujours dit mais qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je me sens pas bien, c'est pas mon monde. Donc très vite, quand j'étais petite, je créais des décors pour rêver, pour m'évader. Donc je sais pas, j'avais pas les moyens d'avoir un cheval, donc j'avais créé tout un poney club. Dans notre maison de campagne, où j'avais fait le manège, j'avais fait les écuries, j'avais créé le clubhouse du Poney Club. Enfin voilà. Après à Noël, je faisais des mondes de fées. J'avais envie que tout soit magie. C'est la recherche du beau, ouais, de l'harmonie. Je pense qu'on est sur Terre pour être joyeux. On nous a fait croire que le paradis, c'était ailleurs. Et en fait, le paradis, il est ici et maintenant. Et quand je décore des maisons, quand je m'occupe d'un lieu, je veux que les gens puissent se dire, le paradis, c'est là, quoi. C'est chez moi. C'est chez moi. C'est chez moi, ouais. Et que tout le monde, en fait, petit à petit, que ce soit dans les restaurants, dans les hôpitaux, j'aurais envie de travailler pour faire les hôpitaux, les écoles, et on doit en permanence se dire c'est divin, c'est beau, et quand on va finalement dans un musée, c'est ce qu'on recherche. Quand on va dans un bel hôtel, quand on voyage, s'émerveiller sur un paysage. Et donc quand on va décorer sa maison, il faut que ça nous procure les mêmes émotions. Qu'on s'y sente vraiment bien. Qu'on s'y sente vraiment bien. Qu'on s'y sente bien. Voilà, qu'on se sente vivant, qu'on soit dans la joie, dans la vie, c'est tout un art de vivre en fait. C'est ça qui m'intéresse. Alors ça ressemble à quoi chez toi ? Alors chez moi, ça va pas forcément être très tendance. J'avais une maman qui chinait beaucoup, qui nous faisait passer beaucoup de week-ends dans les brocantes. Elle bricolait, elle agrafait des tissus sur les murs. Je la vois encore avec sa grosse agrafeuse. Donc bien évidemment, j'adorerais avoir de très belles pièces de design, etc. Mais j'ai pas forcément aujourd'hui les moyens. Donc, je suis très attachée, en tout cas, quand je vais créer un décor, même si je vais passer beaucoup de temps à faire des recherches. Si je vais travailler par exemple un concept art déco tropical, je vais travailler en amont, je vais lire, je vais me documenter, etc. Mais au final, j'aime quand même apporter des pièces chinées. C'est-à-dire le total look acheté dans les magasins, ça j'aime pas du tout. Et ça va être un décor qui va être plutôt construit autour de l'équilibre des éléments dans ma maison, forcément puisque je suis experte en feng shui, et très organique, donc avec des matériaux comme le bois, la céramique, la pierre, le verre,
la laque, la corde. J'ai envie voilà, que mon corps vibre comme quand je suis dans la forêt. Limite, je pourrais mettre de la mousse ou j'ai des cristaux, j'ai des objets assez personnels. Là, par exemple, j'ai un tableau dans mon salon. Je le trouvais très beau. Enfin, on l'a acheté avec mon mari, mais c'est des nuages très noirs. Vous voyez, comme un ciel. Alors, même si on voit un petit peu la lumière qui apparaît, mais je crois que je vais devoir le bouger parce que comme en ce moment, la société, tout ça, ça bouge beaucoup, c'est très orageux, c'est très dense, c'est très angoissant. Là, il va falloir que je me mette, typiquement, là, je pense que tout à l'heure, je vais le bouger, je vais me mettre un très beau paysage ou quelque chose de très apaisant. Donc, voilà, chez moi, ça va être plutôt l'expérience énergétique qui va m'intéresser que être à la mode ou retranscrire toute une époque, être le tout scandinave ou le tout art déco, ou le tout. Et donc, tu es tout le temps en train de changer les meubles et objets ou pas forcément? Assez souvent, en fait. Alors, je vais les changer en fonction des saisons. Ça, c'est sûr qu'entre hiver et été, je change des choses, mais ça va pas être grand-chose. Ça va être des plaids, des tissus pour les coussins. Je vais mettre peut-être des objets plus colorés. L'hiver, je vais être plutôt blanc. Un peu comme... Voilà, je vais presque recréer un paysage de neige, avec de la neige, et puis au printemps je vais avoir envie de couleurs plus gaies, des imprimés très fleuris, vous voyez, ça va être ça va être comme ça, ou je vais changer les choses. Si je suis très angoissée, de toute façon je commence toujours par ranger ma maison, bouger les choses, un objet, le décaler, le repositionner. Si j'ai envie de me donner de l'énergie, quand je vais rentrer par exemple après les vacances pour attaquer la rentrée, là c'est sûr que je vais bouger les meubles. Ça va être pas grand-chose. Je vais aller chercher un guéridon dans la chambre de mon fils, je vais la mettre au salon. Du coup, je vais bouger les bibelots qui sont dessus, etc. Et tout d'un coup, hop là, ça me redonne de la pêche, ça me refait démarrer, et ça me remet dans le mouvement. En fait, c'est changer le décor, c'est pour se remettre dans le mouvement souvent. Est-ce que tu as des objets ou des meubles fétiches qui n'ont pas bougé ou que tu as toujours gardés? Alors, mes cristaux. J'aime beaucoup les pierres. Je suis pas encore experte en lithothérapie, mais je m'y intéresse beaucoup. J'ai fait des formations. Je pense que de plus en plus, on va créer des lampes. D'ailleurs, il y a déjà des grands designers qui le font, des lampes, des lustres, des objets, avec des cristaux, parce que je pense que le cristaux, c'est un être vivant et que ça peut vraiment soigner. Et sinon, qu'est-ce que j'ai comme objet fétiche? Alors, j'en ai, mais si tout d'un coup ils me plaisent pas, c'est pas parce que c'est ma grand-mère qui me les a offerts que je vais les garder. Et d'ailleurs, je vous recommande de ne surtout pas garder des objets ou des armoires ou des meubles parce qu'on vous les a offerts. Si vous les trouvez pas jolis, il faut les retirer de chez vous. Il faut pas faut pas créer de lien négatif finalement avec tous les objets qui vous entourent. Donc libérez-vous et vous ferez certainement un heureux en l'offrant, en l'enlevant de chez vous. Tous les objets qui sont près de moi, j'ai un rapport affectueux, mais j'ai pas d'objet. Non, je crois pas d'objet fétiche. Et quel objet déco symbolise le plus cette idée de bien-être? Moi, j'ai envie de crier mon lit, mais c'est pas vraiment un objet de décoration, un lit. Bien que je vais accorder beaucoup d'importance à choisir des beaux draps, des beaux coussins. Elle est comment ta chambre? Des têtes de lit. Elle est assez simple. Je veux pas trop d'objets en fait dans ma chambre. Personnellement, et auprès de mes clients, je vais avoir le même conseil, ne pas mettre trop de choses au-dessus de votre tête. Vous voyez, ne pas dormir sous des étagères avec des tas d'objets, parce que inconsciemment, là, c'est comme la porte ou la fenêtre, vous avez l'impression que ça va vous tomber dessus. Donc, très peu de choses, pas de télévision. Bon, je regarde très peu la télé, mais même imaginons si je la regardais, je la mettrais pas dans la chambre. Ou en tout cas, vous pouvez la recouvrir si vous pouvez pas faire autrement, parce que c'est vrai que c'est agréable de regarder un film sur son lit. Vous pouvez la recouvrir le temps de votre sommeil d'un tissu. Et puis très peu de choses. Il y a pas beaucoup de tableaux, il y a pas beaucoup que des choses apaisantes en fait. Ok. Bon, on a fait le tour. Merci beaucoup, Caroline. C'était passionnant de t'écouter. Merci. Je suis sûre que tu as donné plein d'astuces pour se sentir bien. Et puis, si vous voulez visiter ma maison, allez sur le site de Billy Blanquette. Puisque on y voit mon appartement, ma maison de campagne. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Hortense. Bonne journée. Au revoir.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.